Bonsoir, merci d'être avec nous pour le 23h. Voici les titres. La Commission électorale indépendante a rendu public ce mardi les listes des candidats retenus pour les élections locales. Une liste qui met en lumière la montée en puissance des indépendants. Dans cette édition, nous vous ferons part de la liste des candidats en chiffres. Les élèves de la nouvelle école du quartier Mikao ont reçu des kits scolaires. C'est un don de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Elle va offrir cette année au total 15 000 kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire. Le dossier EcoPlus est consacré ce soir à la lutte contre le swollen shoot, une maladie qui menace les cacaos de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ces deux poids lourds de l'offre mondiale ont procédé au lancement de l'arrachage de plants, seul remède contre cette maladie. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. La Commission électorale indépendante a publié ce mardi les listes des candidats retenus pour les élections des conseillers régionaux et municipaux. Ces listes révèlent une montée en puissance des indépendants. Michel Digré nous présente la liste des candidatures en chiffres. Les candidats aux élections couplées d'octobre 2018 sont connus. L'analyse des dossiers de candidature pour les municipales indique 699 dossiers traités, 684 candidatures retenues avec 22 391 candidats. 15 candidatures ont été rejetées, soit 394 candidats. Les hommes représentent 81,4% contre 18,6% de femmes. Les indépendants arrivent en tête des partis ou groupements politiques représentés avec 389 candidatures. Arrive ensuite le RHDP, 176 candidatures, le PDCI-RDA, 104 candidatures, le FPI, 12 candidatures, l'UDR, 2 candidatures, le RPC, 1 candidature. Pour les régionales, 89 candidatures ont été analysées avec 3 959 candidats. Seulement une candidature a été rejetée avec 44 candidats. L'on dénombre 86,54% d'hommes et 13,46% de femmes. Les partis ou groupements politiques représentés sont le RHDP avec 26 candidatures, le FPI avec 2 candidatures, les indépendants comptent 41 candidatures, le PDCI-RDA 17 candidatures. 2 candidatures sont parrainées à la fois par le PDCI-RDA et le RHDP. Les candidats sont en lice pour 31 régions et 201 communes. Pour la suite du programme des élections locales, on fait le point avec Maître Victoire Allé, porte-parole de la CEI. Le reportage est signé Sidonie Davila. À peine publié, les candidats se sont rendus dans les locaux de la commission électorale indépendante pour vérifier que leur nom est bel et bien inscrit sur la liste. Cette étape de la publication franchie place maintenant au contentieux. Le contentieux s'ouvre dès aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que nous avons publié la liste. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont 3 jours pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Selon la CEI, la publication de la liste des candidatures qui a eu lieu ce mardi n'a aucune incidence sur le calendrier électoral. La publication qui s'est faite aujourd'hui n'a aucune incidence sur la date de la campagne et n'a pas d'incidence sur la date du scrutin. Entre le 29, où il n'avait même pas encore fini d'enregistrer les candidatures, puisque les agents sont restés en réalité jusqu'au 30 matin, nous n'avons pas pu fermer les guichets, les candidats étant encore dans la cour de la commission ici. Et donc, il était difficile de tenir ce délai. Néanmoins, nous avons analysé les dossiers, nous avons publié aujourd'hui. Et cela, comme nous l'avons dit tantôt, n'a aucune incidence sur le reste de l'opération. Lorsque la date de la campagne sera fixée par décret, les candidats battront campagne et ensuite, nous enchaînerons avec les opérations électorales à proprement parler. La liste des candidatures est affichée dans les locaux de la CEI, mais également disponible sur le site de la Commission électorale indépendante.
La Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a décidé d'offrir cette année 15 000 kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire. Les premiers bénéficiaires sont les élèves de la nouvelle école primaire publique du quartier Mikao, un établissement qui porte le nom de la première dame Dominique Ouattara. Mama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. Pour les parents d'élèves du quartier Mikao, fini les angoisses de scolarisation de leurs enfants. Ce quartier dispose désormais d'une école primaire publique. Elle porte le nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa. Tenant à partager la joie des habitants, la première dame est venue en personne inaugurer la nouvelle école primaire publique du quartier Mikao. Un établissement de 6 classes doté d'une salle multimédia et de toutes les commodités éducatives et sportives. Il est le fruit d'un partenariat entre les fondations Children of Africa et Volontaires d'Afrique. Maman, grâce à vous, nous avons maintenant une belle école au quartier Mikao. Elle vient aider vos enfants que nous sommes, car nous étions dans le besoin d'une nouvelle école primaire publique à Mikao. Grâce à vous, nous n'allons plus faire de longues distances pour aller à l'école. Le conseil municipal, par ma voix, tient à vous signifier sa reconnaissance infinie pour ce projet important en faveur de ce quartier dont les infrastructures sociales, économiques et éducatives se mettent peu à peu en place. La ministre de l'Éducation nationale s'est montrée reconnaissante envers les donateurs de cette école primaire. Une école alimentée par l'énergie solaire, d'où son nom de EPP, Smart Green Dominique Ouattara. Cette école a l'avantage de nous offrir un modèle à la fois structurant et novateur, comme pour rappeler que l'institution scolaire est le centre d'incubation des innovations. Cet établissement public vient par point nommé pour combler un grand vide ici à Yopougon, surtout dans ce quartier Mikao, à la grande satisfaction des élèves et de leurs parents. Autre temps fort de cette cérémonie, le lancement de la campagne de dons de kits scolaires de la Fondation Children of Africa aux élèves. Une tradition respectée à chaque rentrée scolaire. Cette année, 15 000 kits seront distribués aux écoliers à travers tout le pays. Notre rôle à tous est de leur offrir les meilleures conditions d'apprentissage et de les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Pour ma part, je poursuivrai mon engagement à offrir un meilleur avenir aux enfants d'Afrique en continuant à leur apporter toute mon affection et mon aide. Car c'est ensemble, main dans la main, que nous parviendrons à faire d'eux les leaders de demain. Je vous encourage donc à poursuivre les efforts et les sacrifices que vous consentez déjà pour le bien-être de nos enfants. Quant à vous, mes chers enfants, je sais que je peux compter sur vous pour faire bon usage des kits scolaires que je vous ai ramenés et avoir une excellente moyenne tout au long de l'année. Car rien ne me ferait plus plaisir que de vous compter à la fin de l'année scolaire parmi les meilleurs élèves du pays. Pour le quartier Mikao, la première dame de Côte d'Ivoire a fait don de 1500 kits scolaires, dont 500 pour l'école qui porte son nom, en plus des moments de gaieté qu'elle a passés avec les enfants et les populations du quartier Mikao. Le gouvernement et le groupe Envol Immobilier ont signé hier un contrat de partenariat public-privé pour la réalisation de l'université de San Pedro dans le sud-ouest du pays. Cet accord donne le point de départ pour la construction d'un campus universitaire moderne devant accueillir 20 000 étudiants. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités en Côte d'Ivoire lancé en 2014. Gabriel Zani. Une fois sa construction achevée en octobre 2020, l'université de San Pedro ressemblera à ceci. Une université ultramoderne, sur une superficie de 302 hectares avec amphithéâtre, laboratoire, salle multimédia, résidence universitaire. L'Envol Entreprise Immobilier a été retenu par le gouvernement pour réaliser le projet. L'accord entre les parties a été signé ce lundi à la primature. Ce projet permettra dans quelques années de voir la jeunesse ivoirienne tout à fait qualifiée
dans les domaines de la construction navale, du développement des ressources halieutiques, du génie civil ainsi que du tourisme. Ce sont là les principales thématiques de formation diplômante prévues dans cette future université. San Pedro, notre deuxième poumon économique, deviendra ainsi une ville universitaire avec des possibilités de partenariat entre l'université de San Pedro, le port autonome de la ville et les autres entreprises de la place. Pour la jeune entreprise sénégalaise implantée en Côte d'Ivoire et dans quelques pays de la sous-région, la confiance du gouvernement ivoirien constitue un réel défi à relever. Nous nous engageons en tout cas à respecter les délais, à faire un projet, je pense, dans lequel vous serez tous très fiers. C'est le défi qu'on s'est lancé et compte tenu encore une fois des relations que nous avons, je pense que je mets un point d'honneur en tout cas à faire en sorte que vous ne soyez jamais déçus en tout cas de la confiance que vous avez placée en nous. Nous sommes un jeune groupe, c'est vrai, mais nous sommes un jeune groupe qui a une somme d'expérience quand même professionnelle considérable. Envol Immobilier va construire, équiper et faire la maintenance de l'université de San Pedro, dont la capacité d'accueil devrait atteindre 22 000 étudiants à terme. Coût de l'ouvrage, 95 milliards de francs CFA. L'université de San Pedro sera dédiée aux sciences de la mer et construction navale, agriculture et agro-industrie, ressources halieutiques, bâtiments et travaux publics et logistique. Pour cette année scolaire, la SOTRA, Société des transports abidjanais, entend faciliter la mobilité des élèves et étudiants. Elle a augmenté le nombre d'autobus sur les différentes lignes à travers la ville d'Abidjan. De 60, ceux-ci sont passés à 150. Concernant la rumeur qui annonçait une augmentation du prix de la carte de bus, la direction générale rassure, le prix reste inchangé à 3 000 francs CFA. Francis Boifou. Rentrée scolaire 2018-2019. Au deuxième jour, ce n'est pas encore l'affluence pour les élèves et étudiants dans les gares de la Société de transport abidjanais SOTRA. Plusieurs bus font tout de même la navette pour satisfaire la clientèle. Dans les rues d'Abidjan, les autobus de la SOTRA sont partout. S'il n'y a pas la rentrée scolaire, c'est 60 autobus qui sont mis à la disposition. Mais avec la rentrée scolaire, nous passons à 100 autobus. Si nous prenons en compte l'ensemble des autobus qui ont un impact sur la desserte des écoles et des étudiants, nous ne serons pas à 100 autobus, nous serons à 150 à peu près autobus mobilisés pour faciliter le déplacement des élèves et des étudiants et même des écoles primaires dans le district d'Abidjan. Innovation cette année, l'instauration de la carte de bus, format carte de crédit. Nous sommes contents pour les cartes, mais nous voulons que la SOTRA puisse au moins nous permettre de recharger nos cartes à travers les comptes mobiles et aussi de permettre à nos parents aussi de pouvoir recharger nos cartes à partir de leur compte bancaire pour ne pas qu'on puisse subir toujours le même temps qu'on perd dans les rangs comme dans le passé. Certains opérateurs de téléphonie mobile avec qui nous traitons, vous savez, il y a un problème de contrat de rédaction et que souvent ça retarde. Mais il y a certains qui ont déjà adhéré au projet, les contrats sont signés et ça fonctionne. Mais les autres viendront et au fur et à mesure que tous les opérateurs de téléphonie mobile vont adhérer à la chose, les queues que vous voyez vont disparaître. Contrairement à la rumeur qui annonçait l'augmentation de la carte de bus, la direction générale de la SOTRA rassure. Le prix reste inchangé à 3 000 francs CFA. La Banque mondiale vient d'accorder un prêt de 170 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire sur les 217 milliards que nécessite la réalisation du projet d'intégration Port-Ville d'Abidjan. Un projet identifié comme une solution pour la transformation sociale et économique du Grand Abidjan. On en sait plus avec Adama Koni. La Côte d'Ivoire peut se présenter au guichet de la Banque mondiale pour une opération portant sur un montant de 170 milliards de francs CFA. L'accord de financement a été signé entre les deux parties ce lundi à Abidjan. L'argent doit servir au projet d'intégration Port-Ville du Grand Abidjan. Les investissements proposés dans le cadre de ce projet auront un impact transformationnel sur l'agglomération du Grand Abidjan et permettant d'améliorer la gestion urbaine, l'efficacité logistique. Le projet sera mis en œuvre essentiellement à Abidjan sur une période de 7 ans, avec possible les populations de l'agglomération du Grand Abidjan
qui bénéficieront de l'amélioration des infrastructures, de la mobilité urbaine et des services municipaux, et aussi la population cible étant aussi le secteur privé. La Banque mondiale n'est pas la seule à mettre la main à la poche pour le désengorgement de la zone portuaire et le développement de la mobilité de l'agglomération du Grand Abidjan. Le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, inscrit au plan national de développement 2016-2019, bénéficie d'un financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire, de la Banque mondiale et du secteur privé. Au total, la fluidité du trafic dans les 19 municipalités que couvre le Grand Abidjan mobilisera 217 milliards de francs CFA. Pour la Banque mondiale, c'est un projet vital pour la capitale économique. Pour réaliser ces objectifs ambitieux, je compte sur le professionnalisme des équipes, mais aussi sur la diligence habituelle du gouvernement pour verser les fonds de contrepartie dans le délai convenu. Le gouvernement ivoirien se veut rassurant sur la question. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement ivoirien non seulement donnera sa contrepartie financière à bonne date, mais vous rassure qu'il mettra tout en œuvre pour une utilisation efficace et transparente, comme il en est de coutume, l'utilisation transparente des ressources affectées donc à ce projet. Le crédit octroyé par la Banque mondiale a une maturité de 28 ans. Seulement, le remboursement ne débutera que dans 12 ans. Place à EcoPlus, le dossier proposé par le service économie de la rédaction. Les cacao ivoiriens et ghanéens sont menacés par la maladie Swollen Shoot. 40 000 hectares sont infectés. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont deux poids lourds de l'offre mondiale du cacao, vu qu'ils représentent 60% du marché. Les deux pays ont décidé de procéder à l'arrachage de plants, seul remède à ce jour contre le Swollen Shoot. Le lancement a eu lieu à Pia, à la frontière ivoiro-ghanéenne, et dans les environs de Manzanois à Nibilecro. EcoPlus ce soir, c'est avec Noël Niagnou. La maladie Swollen Shoot. Vous avez dit Swollen Shoot, la maladie du cacaoyer. Contrairement aux autres maladies des cacaoyers, elle ne peut être contrôlée avec les insecticides et les pesticides. Elle est au cacaoyer ce que le sida est aux humains, sans aucun remède chimique. Un mal hissé au rang du désastre national au niveau des deux pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, constat du directeur général du Cocoa Board du Ghana. Comme les tsunamis, les volcans, les tremblements de terre qui arrivent dans d'autres pays, personnellement, je vois cette maladie comme un désastre national qui est en train de s'attaquer à nos deux pays. La preuve, les arbres atteints produisent très peu de cabosses. Or, dans les normes, un pied de cacaoyer peut produire 50 à 80 cabosses dans le meilleur des cas. Infecté, l'arbre ne produit que 1 ou 2 cabosses avec un impact socio-économique dramatique. En 2011, il faisait au moins 3 tonnes 40, 3 tonnes 500. En 2012, je suis descendu à 1 tonne 20. Ainsi de suite, alors là, au moins 300 kilos, à peu près 3 sacs. En Côte d'Ivoire, on a identifié environ 100 000 hectares et 3 fois plus au Ghana, soit un total de 400 000 hectares infectés au niveau des deux poids lourds de l'offre mondiale du cacao qui fournissent 60% du marché. Si rien n'est fait, le Swollen Shoot risque d'emporter l'économie cacaoyère aussi bien au Ghana qu'en Côte d'Ivoire, comme ce fut le cas au Brésil avec la maladie appelée le balai de la sorcière. Cette maladie est arrivée et a dévasté toute l'industrie du cacao au Brésil. Nous ne voulons pas que cela arrive à nos deux pays. Il faut donc éradiquer le mal. Le seul remède à ce jour, l'arrachage des plants. En Côte d'Ivoire, le top départ a eu lieu le 22 janvier dernier à Oku-Kofikro, dans le département de Bouaflé. Mais organiser une lutte commune est mieux. Le Ghana va mener la lutte à la frontière. Si nous ne menons pas la lutte conjointement à la frontière, les plants qui vont être plantés au Ghana seront atteints par
le virus qui va quitter la Côte d'Ivoire pour aller là-bas. Donc c'est extrêmement important que nous puissions lancer cette opération ainsi et qu'on puisse poursuivre sur la frontière. Terrain choisi pour lancer successivement l'arrachage des arbres infectés au Ghana et en Côte d'Ivoire par les deux institutions en charge de la gestion de la filière cacao. Pila, à l'ouest du territoire ghanéen, à plus de 400 km d'Accra et à 7 km du village de Mazanoa, la première zone de production du département, d'Agnimelekro en Côte d'Ivoire. Expression de l'engagement des producteurs des deux pays, leur mobilisation significative et de qualité. Ils ont religieusement écouté les plaidoyers des deux directeurs généraux sur la nécessité de l'arrachage des plants. Pour le financement de l'opération, en plus de leurs fonds propres, ces deux structures seront appuyées par la BAD, Banque africaine de développement, à hauteur d'1,2 milliard de dollars, soit 4080 milliards de francs CFA. Les producteurs ont souhaité que le personnel d'exécution soit des jeunes de leurs zones respectives. Durée de l'opération, environ 7 ans au Ghana, 3 ans en Côte d'Ivoire. Sur cette période, les producteurs recevront du Conseil Café Cacao et du Cocoa Board une assistance. Nous allons leur donner de l'argent et nous allons les assister en leur donnant du matériel pour replanter. À cela, ajoutant l'assistance phytosanitaire nécessaire jusqu'à ce que les arbres commencent à produire des fruits. Nous avons 13 délégations qui couvrent l'ensemble de la production cacaoyère. Et dans chaque délégation, la lutte est organisée autour de chaque délégation. Et les jeunes sont recrutés dans chaque délégation. Et c'est les jeunes de la région qui sont chargés de découper les arbres et de les empoisonner. Conclusion, le Ghana et la Côte d'Ivoire, main dans la main, ont décidé de se coaliser pour éradiquer un mal commun, la maladie du Shollon Shoot, un appendice qui préfigure de la viabilité de la déclaration d'Abidjan du 28 mars 2018 suite à la rencontre Alassane Ouattara à Akufo-Addo, avec pour objectif majeur freiner les yo-yo du marché mondial. C'était EcoPlus proposé par Noël Gnagnou. Parlons cohésion sociale, le ministre chargé des Affaires politiques a échangé hier au siège de la conférence épiscopale à Cocody avec le président des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Au centre des discussions, la réconciliation nationale. Amadou Soumaoro a exhorté les évêques à œuvrer pour le renforcement du climat de paix. Olivier Iriebi, Abou Sanougou. Sensibiliser les populations ivoiriennes et les mobiliser autour de la réconciliation nationale. Tel est l'objectif que veut atteindre le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amadou Soumaoro, qui s'est engagé dans des rencontres avec les leaders de communautés. La présente action vers les évêques catholiques de Côte d'Ivoire vise à solliciter leur implication dans le processus de renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Je demande aux évêques catholiques de Côte d'Ivoire d'aider les Ivoiriens à désarmer leur cœur et leur plume en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. Amadou Soumaoro invitait donc les Ivoiriens à l'unité. Les divisions basées sur les régions, sur l'ethnie, sur la religion doivent être inscrites au tableau des valeurs à combattre par chaque citoyen. Le président de la conférence épiscopale s'est réjoui de l'initiative entreprise par le ministre Amadou Soumaoro. Pour lui, l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État Alassane Ouattara le 6 août dernier en faveur de 800 personnes est un acte qui va faciliter la mission de réconciliation. La réconciliation demande toujours beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Et donc le processus engagé, nous avons toujours été très sensibles à cela parce que cela fait partie de la mission aussi de l'Église. Nous sommes à l'aise dans ce processus qui consiste à rassembler des frères qui, à un moment donné, se sont éloignés pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez compter sur nous pour participer, comme nous le faisons déjà, à ce processus en marche. En vue de faire aboutir le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale dans le pays, des rencontres du ministre chargé des Affaires politiques
avec d'autres leaders de communautés et de la société civile sont prévus. Dans un autre registre, le nouveau parti politique, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement Concorde, affiche des ambitions d'intégrer le RHDP unifié. Une délégation de ce parti, conduite par son président Alcide Djedje, est allée à la rencontre de la direction du Rassemblement des Républicains pour lui présenter les objectifs du parti et exprimer son adhésion au RHDP unifié. Abou Sanougou. Une forte délégation du tout nouveau parti politique Concorde, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement, reçu par la direction du Rassemblement des Républicains RDR. Une rencontre qui a permis à Alcide Djedje, président de Concorde, de présenter son parti, ses objectifs et de réaffirmer son adhésion au RHDP unifié. Nous sommes un parti tampon qui visera à rassembler tous les Ivoiriens. Le RHDP constitue déjà la base qui gouverne la Côte d'Ivoire. Il fallait d'emblée annoncer que nous adhérons au RHDP afin d'appeler les uns et les autres à venir nous rejoindre. En retour, la secrétaire générale et la présidente du RDR se sont félicitées de la décision du Congrès pour la consolidation de la République et le développement d'intégrer le RHDP unifié. Vous avez décidé que votre parti Concorde intègre le RHDP pour faire en sorte que cette famille s'agrandisse, pour qu'ensemble, nous œuvrions à rassembler les Ivoiriens autour de notre beau pays. L'essentiel concernant la décision de M. Didier et de son parti, le Concorde, de rejoindre le RHDP est de constater que le RHDP, avec sa dynamique et ses valeurs, est un parti qui a ses valeurs et un mouvement fédérateur, un mouvement capable d'incarner l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le RHDP et son président, M. Alassane Ouattara, le RDR en plus, vous accueillent les bras ouverts. Après le Rassemblement des Républicains, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement entend aller à la rencontre des autres partis politiques alliés du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'évaluation des forces et faiblesses de l'institution de la médiation ivoirienne est au cœur d'une rencontre à Yamoussoukro. Elle regroupe les membres du personnel de la médiation, des experts, inspecteurs et acteurs de la société civile. Ces travaux de réflexion ont débuté hier en présence du nouveau président de cette institution, Adama Tunkara. Charles Tatou. L'organe de la médiation existe pour améliorer les rapports de l'administration avec les administrés et contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Mais cette institution est peu connue des populations malgré les nombreuses actions qu'elle mène sur le terrain. Ces travaux de réflexion viennent donc en vue d'assurer une pleine appropriation de ce mécanisme de règlement de conflits par la population, puis évaluer les forces et faiblesses de l'institution. Prennent part à ces réflexions les membres du personnel de la médiation, les experts et les acteurs de la société civile. Je voudrais saluer le président Alassane Ouattara pour sa décision courageuse et historique d'avoir transféré 3 institutions constitutionnelles dans la capitale politique de Yamoussoukro. En effet, après la Chambre des rois et chefs coutumiers et le Sénat, il vient de procéder au transfert de notre institution, donnant ainsi un signal fort quant à sa volonté d'amener à Yamoussoukro toutes les institutions et les administrations de la République. Ces réflexions déboucheront sur l'élaboration d'un plan d'action triennal pour la mise en œuvre des résolutions. L'actualité internationale nous conduit dans un premier temps au Ghana, où la dépouille de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, est arrivée hier. Olivier Iriebi, Herman Guivi. Décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans à Genève, la dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan est arrivée hier lundi 10 septembre dans son pays natal, le Ghana,
En provenance de Suisse, la dépouille du premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne était accompagnée de son épouse, de ses enfants et de hauts responsables de l'ONU. Elle a été accueillie à l'aéroport par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies sera exposée au centre de conférence d'Accra, où le public pourra lui rendre un dernier hommage. L'ex-secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix en 2001 sera inhumé jeudi prochain dans le nouveau cimetière militaire d'Accra. De nombreuses personnalités du monde entier sont annoncées à ses obsèques nationales. Le vote de l'Assemblée nationale béninoise sur l'autorisation de poursuivre 5 anciens ministres de l'Ancien Régime a été reporté à une prochaine session. Motif du report, le collectif d'avocats défendant l'un des mis en cause, Komi Kouché, a déposé de nouveaux dossiers. Des documents démontant les faits et qui tentent de faire tomber le délit d'enrichissement illicite dont est accusé l'ex-ministre d'État en charge de l'économie. 4 autres ministres sont concernés par le vote de la mise en accusation. Il s'agit des anciens ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Agriculture et de la Fonction publique, qui lui est accusé d'organisation de concours frauduleux. Les États-Unis menacent de sanctionner les juges et procureurs de la Cour pénale internationale, la CPI, s'ils s'en prennent à des Américains et aux alliés de Washington. Dans une déclaration, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, a annoncé que des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre les juges de la CPI conformément au système américain s'ils se rendaient aux États-Unis pour enquête contre les soldats américains. Devant le Federalist Society, une organisation conservatrice de Washington, il a accusé la juridiction internationale dont les États-Unis ne sont pas membres d'incompétente dans cette affaire. En novembre dernier, la Cour pénale internationale avait annoncé l'ouverture d'une enquête contre des soldats américains pour des crimes de guerre présumés en Afghanistan. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. À demain, même heure.